lutte contre la corruption, élections, révision des contrats miniers, mais surtout, Est de la RDC, où se situent les États-Unis d'Amérique. Édition spéciale, ce jeudi 23 mars après le journal de 19h, avec pour sa première sortie médiatique, Madame Lucie Tamlin, nouvelle ambassadeur des États-Unis en RDC. Rediffusion jeudi minuit, vendredi 24 mars après le journal de 7h. Des élections sans le Nord Kivu seraient acceptables selon vous? Bon, c'est pas pour nous à dire. Tout le monde se convient de dire que c'est d'abord à la RDC à régler ses problèmes. Les autres ne peuvent venir que pour la soutenir. Mais face au diable du Rwanda, c'est comme ça qu'on l'appelle ici au pays, couvert ou soutenu, la RDC pourrait, selon vous, pourrait-elle faire appel à un autre diable pour construire sa paix? Vous parlez de qui? Si le Congo faisait appel, on parle beaucoup de Wagner. La réponse à la question quoi faire vraiment face à cette situation difficile, c'est de vraiment se maintenir la voie de la diplomatie. Des solutions qui, à ce jour, n'ont rien donné. Bon, c'est ça la diplomatie. Jusqu'où la diplomatie ira avant que d'autres solutions soient envisagées. Édition spéciale, ce jeudi 23 mars après le journal de 19h, avec pour sa première sortie médiatique, Madame Lucie Tamlin, nouvelle ambassadeur des États-Unis en RDC. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. En mémoire de toutes les victimes des attaques des rebelles ADF et M23 Rwanda, demain à Butembo, pour la coordination de la société civile du Nord Kivu. C'est une action pour permettre aux familles qui ont perdu leurs proches de faire le deuil. Top Congo FM. Des élèves occupés à d'autres activités, c'est une réalité. Dans la province éducationnelle Lomami 2, les élèves vont au champ mercredi et samedi, système instauré par les chefs d'établissement. On en parle dans ce journal. Top Congo FM. Épidémie de rougeole dans la province du Kwilu, plus de 84 déjà enregistrés sur plus de 300 échantillons envoyés à l'INRB pour des analyses et 11 zones de santé sont déjà touchées sur les 24 zones que compte la province. Top Congo FM. On ne sera pas toujours obligé de payer la facture Régie des eaux dans leur agence dans nos communes. À partir d'aujourd'hui, on pourra le faire en ligne dans les banques et les réseaux de téléphonie mobile. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Que se passe-t-il à la résidence de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa? Des policiers sont déployés devant sa maison à Gombe sur l'avenue Colonel Tchachi. D'après maître Hervé Kitebele, qui est membre du bureau politique de l'ADCP, son parti politique, ces policiers viennent de retirer les éléments commis à la sécurité de Corneille Nangaa et chercheraient à fouiller sa résidence. Maître Hervé Kitebele indique que cette procédure viole la loi sur la protection des anciens chefs des corps. Il a été joint au téléphone par Myriam Boketchou. Ce matin, nous avons été surpris. Il y a un escadron de la police nationale à la résidence du président Corneille Nangaa, d'une part venant pour chercher soi-disant des armes et d'autre part pour lui retirer la garde policière que la loi lui reconnaît. Nous estimons qu'il s'agit d'une dérive dictatoriale parce que le fait pour lui d'avoir une garde policière n'est pas une faveur. C'est ce que la loi sur les anciens chefs des corps lui reconnaît. Ces actes d'intimidation ne doivent pas continuer parce que nous sommes dans un pays démocratique. Monsieur Corneille Nangaa s'est mué en acteur politique. On doit le considérer comme tel. Pensez-vous que cette situation serait liée à ces dernières sorties médiatiques? À ce stade, nous ne savons rien affirmer, mais que nous constatons que justement, après la sortie officielle de notre parti politique, après quelques entretiens avec la presse, que des situations de ce genre se produisent. Nous ne craignons rien, mais nous estimons qu'en tant que Congolais, il ne doit pas être en insécurité dans son propre pays. Et nous attirons l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sur le fait qu'un citoyen congolais, pour des opinions qu'il a avancées, est en train d'être intimidé.
Nous demandons que cette unité de la police soit immédiatement retirée de sa résidence pour que le président Corneille Nangaa puisse vaquer librement à ses occupations et qu'il puisse recouvrer sa liberté d'aller et de revenir. Et des sources policières indiquent qu'il ne s'agit pas des éléments de la police nationale congolaise qui dépendent directement de l'inspection générale ou provinciale de la police, mais plutôt de la police judiciaire qui dépend du parquet, qui sont donc allés à la résidence de Corneille Nangaa. Nicolas Sarkozy, en visite à Kinshasa, l'ancien président français a dîné hier avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Les deux hommes ont échangé sur les enjeux de la région et notamment sur les relations tendues entre la RDC et le Rwanda. D'après certaines sources, l'objectif principal de la visite de Nicolas Sarkozy est de tenter d'ouvrir un canal de discussion entre les présidents congolais et rwandais. On pense aux Congolais tués par les rebelles ougandais ADF et M23 Rwanda au Nord Kivu. Un culte sera célébré vendredi en mémoire de toutes les victimes à Butembo. La coordination de la société civile du Nord Kivu explique que c'est une action pour permettre aux familles qui ont perdu leurs proches de faire le deuil. D'après le premier vice-président Edgar Matesso, les victimes ont été inhumées mais pas dignement. Il indique que plus de 100 personnes ont été tuées. Edgar Matesso, joint au téléphone par Peggy Wabeno. Des gens qui ont été fauchés n'ont pas eu la chance d'être enterrés dignement. Il n'y a eu même pas des obsèques, il n'y a eu même pas une quelconque prière comme cela est de coutume dans notre culture. Et la tradition est telle que quand quelqu'un meurt, il faut l'enterrer avec dignité. Mais comme ce sont des gens qui ont été tués de manière sauvage pendant que les membres des familles étaient en fuite, nous avons estimé qu'il fallait organiser une prière pour le repos de leurs âmes. C'est aussi également pour nous une occasion d'interpeller les gouvernants qui sont censés nous protéger parce que à territoire de Beni, beaucoup de gens sont en train d'être continuellement tués depuis 2014 et bien avant cela, il y avait déjà des enlèvements et des tueries ciblées. Edgar Matesso au téléphone de Peggy Wabeno. Une marche de soutien au FRDC, marche des femmes de Dingila dans le territoire de Mbambassa, province du Batuélé. Ces femmes ont manifesté pour dénoncer l'agression rwandaise que subit la RDC avec à leur tête la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia. Ces femmes disent marcher durant le mois qui leur est dédié de soutenir également le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix dans l'Est de la RDC. La vice-ministre de l'EPST a notamment affirmé qu'aucun centimètre de la RDC ne sera cédé au Rwanda. Elle est au micro de Rachel Insiwe. Totamboli na se ya moi eza pona kolakisa ke ba mama o bafandi na kati ya mboka Dingila na territoire ya Bambessa ba dénoncer na makasi na bango nyonso bitumba. Nous avons marché sous ce soleil accablant pour démontrer que les mamans du secteur de Dingila dans le territoire de Bambessa dénoncent avec la dernière énergie l'agression du Rwanda contre notre pays. Nous avons tout laissé pour marcher afin de témoigner notre soutien au chef de l'État, commandant suprême des forces armées qui ne ménage aucun effort pour rétablir la paix à l'Est. C'est pourquoi nous, les mamans de Dingila, nous avons marché parce que nous ne pouvons pas laisser le chef de l'État seul dans cette bataille. C'était aussi pour lui dire qu'il a tout notre soutien. Cette marche témoigne également notre soutien à nos vaillants militaires des FRDC. Nous nous levons aujourd'hui à Bambessa pour dire non. Le Rwanda n'a aucun centimètre à retirer de notre territoire. Chef de l'État ou azali commandant suprême ya ba soda na biso nyonso ya mboka Congo ke bitumba oyo azali ko mener toza ko soutenir ye.
la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia. Voilà, dysfonctionnement dans les centres d'enrôlement de la CENI, c'est dans la province de la Chopo, précisément le territoire d'Opala. On parle dysfonctionnement. Beaucoup de centres sont souvent fermés à cause des difficultés techniques et matérielles. C'est ce que dénonce la société civile. Une situation qui risque d'impacter négativement sur le processus électoral, notamment la réduction du nombre de sièges suite à un taux faible des personnes enrôlées. On écoute un membre de la société civile, Daniel Loukoulou, au micro de Godlive Omondo. Les gens viennent pour s'enrôler et il n'y a pas de carte. Et deuxièmement, il y a certains centres, les machines tombent à panne et cela prend jusqu'à 10 jours pour y remédier. Ensuite, on a supprimé presque la moitié des centres. Ça aura toujours un impact négatif. Vous savez qu'en 2011, on avait des sièges. En 2018, on en a eu qu'un à cause de tous ces dysfonctionnements. Et cette fois-ci, heureusement que chaque circonscription électorale ne devrait pas quand même marquer un député national. Mais j'ai mal à comprendre tous ces dysfonctionnements. Pourquoi? Je demande à ce que la CENI, au niveau, je ne sais pas, au niveau de secrétariat exécutif de la Chopo, puisse revoir les gens qui sont au Pala. Il faut que ces gens-là puissent démissionner, bien qu'on puisse les relever. Peut-être qu'ils sont incompétents, ils ne savent pas faire le boulot. En 2018, nous avions eu autant de centres pour un délai de 3 mois. Et pensez-vous qu'avec la moitié des centres, pour un délai de 2 mois, nous allons faire quelque chose? Et du côté de la CENI, le secrétaire exécutif de la CENI, Chopo, rejette les allégations selon lesquelles les cartes d'électeurs manquent dans les centres d'inscription. Sensibilisation de la femme pour plus d'engagement dans la vie publique. La députée provinciale Marie Kiet Moutinga, députée provinciale de Kinshasa, intensifie la mobilisation des femmes membres de son parti. L'élu de l'Ancélé et vice-présidente du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG, a échangé avec les femmes dans la commune de Mongafula. Elle a appelé donc ces femmes à un dévouement sans faille et une prise de conscience effective pour arriver à augmenter le taux de participation de la femme dans les institutions de prise de décision. On l'écoute au micro de Walter Couille. Chère maman du PDG, la femme que vous êtes est plus que la fête, plus que l'argent. La valeur de la femme n'est pas mesurable et son rôle dans la société est irremplaçable. Prenons-en conscience. Dans un monde de plus en plus compétitif et concurrentiel, la valeur, la dignité et le respect qu'on doit à la femme et que vous méritez passe par votre formation, votre application, votre dévouement et votre engagement dans tout ce que vous entreprenez. Réveillons-nous, mesdames, et battons-nous pour notre autonomisation. Nous ne pourrions aller aux élections qu'avec des femmes autonomes, conscientes de leurs droits et devoirs, à défaut de quoi les hommes continueront à nous laisser très peu d'espace d'intégration et d'expression. L'enjeu capital des prochaines élections réside dans l'impératif d'augmenter les taux de participation des femmes aux institutions étatiques. Et cela est possible. Tout dépend de nous. Réveillons-nous, femmes. Croyons à nos capacités et exprimons-le. Des discours, il y a aussi des formations. Les femmes leaders autochtones pygmées sont formées sur les mécanismes de protection des droits de l'homme et l'utilisation de l'espace digital, initiative du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme pour permettre à ces femmes d'apprendre à utiliser l'espace digital afin de promouvoir les droits des femmes. Écoutez Salimata Traoré du Bureau de coordination des Nations Unies aux droits de l'homme, elle est au micro de Béro Matanda. Par rapport au thème de l'année qui concerne la digitalisation, comment est-ce qu'elles peuvent utiliser l'espace digital pour promouvoir les droits des femmes en général et des femmes autochtones pygmées en particulier? Puisque à l'issue de cet atelier, elles doivent mettre en place un noyau pour pouvoir faire le référencement et le contre-référencement des cas de violation des droits de l'homme en général et aussi des cas de violence basés sur le genre en particulier. Et pour pouvoir mener à bien ce travail, il faut qu'elles sachent d'abord
ce qu'on appelle les droits de l'homme. Quels sont les droits qui sont spécifiques à la femme? Quels sont les mécanismes qui sont mis à la disposition de la population et plus particulièrement à la femme pour pouvoir protéger ces différents droits? Mais il est important que ces femmes qui seront formées aujourd'hui puissent s'approprier du contenu de ces différents tests. Il y a des collaborateurs qui viendront aussi outiller ces femmes-là sur la gestion d'une base de données et comment aussi utiliser l'espace digital, la technologie pour pouvoir faire la promotion des droits de la femme. La situation des peuples autochtones de façon générale, on dit que ce sont des personnes qui sont quand même liées à la forêt. Donc tout ce qui est technique, tout ce qui est technologie, c'est quand même nouveau quand même pour elles. C'est bon d'avoir un téléphone, mais il faut savoir aussi l'utiliser. Des élèves occupés à d'autres activités, c'est une réalité dans la province éducationnelle Lomami 2. Les élèves vont au champ le mercredi et le samedi, système instauré par les chefs d'établissement. À l'inspection provinciale de l'EPST, on n'entend pas laisser les responsables des écoles dans la région se donner certains pouvoirs sur les enfants. On promet de mettre fin à ces travaux forcés. Détail Ali Boukassa Kabambi. Cette pratique anti-valeur est presque dans toutes les 10 sous-divisions de la province éducationnelle Lomami 2 basée à Mouéné-Ditou. Chaque semaine, mercredi et samedi, les enfants vont à ce qu'ils appellent Salongo. En effet, il s'agit des travaux champêtres pour les sous-divisions rurales. Dans les centres et villes, certains chefs d'établissements scolaires négocient des travaux avec des tierces contre de l'argent. Tantôt, les enfants font des briques et ou les transportent. Tantôt, ils font ou achètent des balais que les enseignants vendent aux commerçants qui les amènent à Lubumbashi. Lors de son itinérance ce mercredi, l'inspecteur principal provincial de la Lomami 2 en a fait le constat amer. À l'intérieur du territoire de Luilou, l'IPP Innocent Lucienne Icom a déploré l'absence de cours chaque samedi, tout en mettant en garde les chefs d'établissement scolaire et les inspecteurs itinérants concernés. Il promet de sanctionner sévèrement en cas de persistance de cette anti-valeur. En ce qui concerne la perception des frais non reconnus et qui combattent la gratuité de l'enseignement, Innocent Lucienne rassure que la sanction sera cash. De la ville de Mouéné-Ditou, Ali Boukassa Kabambi, Top Congo FM. Et 5 nouvelles écoles construites par les ex-Kuluna devenus des bâtisseurs du Congo. Ces écoles vont ouvrir leurs portes d'ici l'année scolaire prochaine dans la province du Kasaï oriental. C'est l'essentiel que l'on peut retenir de la tournée d'inspection et suivi des travaux de ces différents ouvrages par le responsable du service national général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Le point avec notre permanent Nicolas Kazadi. Des ex-Kuluna formés à Kanyama-Kassese construisent plusieurs bâtiments scolaires au Kasaï oriental sous l'égide du service national, un service attaché à la présidence de la République. D'ici 5 mois, 5 écoles modernes pourront ouvrir leurs portes dans cette région située au centre de la RDC. Par exemple, une école est en pleine construction dans les villages de Mupompa au territoire des Kabeya-Kamonga. Cette école, dotée de 18 salles de classe, sera baptisée Dr Etienne Tshisekedi et pourra ouvrir ses portes d'ici l'année scolaire 2023-2024. Cet établissement scolaire sera aussi doté d'un terrain de jeu, d'un écran géant déjà implanté et qui fonctionnera grâce aux panneaux solaires pour connecter ces villages enclavés avec le reste du monde. Concomitamment, il y a 2 autres écoles en pleine construction au territoire des Miabi, dont une au village des Katende et portera le nom des Kalonji-Molopwe et une autre dans la région minière des Boya où l'éducation est généralement mise en péril au profit de l'exploitation artisanale du diamant. La ville de Mbujimaï, notamment dans la commune de Bipemba, n'est pas du reste. En plein centre-ville du chef-lieu du Kasaï oriental, les enfants étudient à même les sols, mais grâce aux nouveaux bâtisseurs du pays, ce calvaire pourra prendre fin. Le service national est déjà à pied d'œuvre sur les sites. D'un bâtiment totalement en terre, cette école passera dans quelques jours dans un édifice construit en matériaux durables. Les territoires des Tchiléniers, situés à une trentaine de kilomètres de la ville de Mbujimaï, recevra à son tour une nouvelle école, assure le général Jean-Pierre Kassongo. D'un terrain vide poussera une école de 18 salles de classe, a-t-il confié à la presse. Mbujimaï, Nicolas Kazadi, Top Congo FM. Les premiers diplômes du système LMD remis aux étudiants en RDC. La cérémonie s'est déroulée à l'université chrétienne bilingue du Congo. C'est à Béni, c'est en marge de la conférence internationale des juristes chrétiens des pays des Grands Lacs. Correspondance Erickson Louemboué.
Les tout premiers étudiants à obtenir les diplômes LMD homologués par le gouvernement de la RDC sont de l'Université chrétienne bilingue du Congo à Béni. Quand personne ne s'y attendait, les diplômes sont là. C'est la 8e année depuis que j'étais en attente et on se posait 1001 questions. On devait croire en ce système LMD ou pas. On se sent en tout cas dans l'extase. Sentiment de satisfaction, aussi de surprise. Nous avons eu notre diplôme. Il y a beaucoup de facteurs sur lesquels il faut être fier de l'UCBC. Nous sommes formés, nous formons l'esprit, nous formons l'intellect, nous formons le physique. Pendant qu'ailleurs, c'est juste l'intellect. Innocent Boraouzima, secrétaire général académique, juge des spéciales en RDC, cet événement. C'est pourquoi on nous appelle les pionniers du LMD. Nous avons commencé les LMD depuis 2010. Nous visions des standards internationaux. La langue des transactions internationales aujourd'hui, c'est l'anglais. Que les étudiants qui viendront soient directement bilingues dès la première année, suivent les cours en anglais ou en français. Ça dépend de l'enseignant qui est devant eux. La carrière internationale demande que vous maîtrisiez l'anglais. La RDC doit se retrouver et avoir des ressources préparées pour l'intégration dans les réalités globales. Et voilà l'objectif de faire de l'université une université bilingue. L'Université chrétienne bilingue du Congo organise les filières de la technologie et sciences de l'ingénieur, sciences juridiques, théologie, psychologie de l'éducation, philosophie, leadership et éthique appliquée. Erickson Luhembwe, Béni, Top Congo FM. Souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, la DGI informe toutes les personnes physiques rémunérées par un tiers de droit public ou de droit privé qu'elles sont tenues de souscrire auprès des centres d'impôt synthétiques de l'administration fiscale au lieu de leur résidence, une déclaration récapitulative annuelle de l'IPR afférente aux rémunérations versées par leur employeur au courant de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus. Détail Mamichela. Pour l'exercice fiscal 2022-2023, l'échéance de souscription de cette déclaration qui doit être accompagnée des fiches de paye établi par l'employeur conformément au modèle prescrit par la réglementation en vigueur intervient le jeudi 30 mars 2023. Aussi, l'administration fiscale invite-t-elle toutes les personnes physiques concernées par cette obligation à retirer le formulaire de déclaration auprès des centres d'impôt synthétiques du lieu de leur résidence ou à le télécharger à partir du site web de la Direction générale des impôts à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. S'agissant d'un employé qui a changé d'adresse d'habitation par rapport à l'année de perception des rémunérations, la déclaration doit être retirée et souscrite auprès du centre d'impôt synthétique correspondant à son nouvelle adresse. La déclaration récapitulative annuelle de l'IPR doit être souscrite soit sur support papier, soit par voie électronique à travers la plateforme e-impôt employé, même en cas de non-paiement, de paiement partiel ou de retard de paiement des rémunérations. En cas de non-respect de cette obligation, il sera appliqué à l'employé défaillant une amende conformément à la législation fiscale en vigueur. La commune de Ndjili pourra avoir un nouveau bâtiment administratif, mais on parle également des travaux d'aménagement de la place communale et de la place Sainte-Thérèse. Un contrat a été signé entre la cellule des infrastructures et l'entreprise WITEC qui a gagné le marché à l'issue d'une procédure d'appel d'offres internationale. Et c'est en présence du ministre des ITPR que le contrat a été signé. Coûte des travaux 15 310 000 $. Détail Béro Matanda. La signature de ce protocole a eu lieu entre le directeur général de WITEC, Touda Joun, et le coordonnateur de la cellule des infrastructures, Théophile Tella. Cette convention prévoit plusieurs travaux, comme l'explique Alexis Guissaro Mouvouni, ministre des ITPR, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. 4 bâtiments sont concernés dans le cadre de ces travaux. Il y a 3 qui seront à construire et 1 qui sera à réhabiliter. Pour les ouvrages à construire, il y aura la nouvelle maison communale avec son enceinte périphérique, le commissariat de police, un pavillon qui va abriter des kiosques, une bibliothèque,
un espace Croix-Rouge, une cafétéria et des sanitaires publics. Quant à l'ouvrage à rénover, c'est celui du conseil communal de la jeunesse. Pour ce qui concerne la place Sainte-Thérèse, ce contrat prévoit des aménagements paysagers ainsi que la construction des équipements de sport et de loisirs. En détail, il y aura un espace événementiel, un terrain de football central avec tribune, des salles de formation, des vestiaires, des sanitaires publics, une salle polyvalente, une billetterie, des postes de sécurité, une infirmerie, un terrain de football avec gradin, un gymnase omnisport, un terrain omnisport, un parcours de santé, une place polyvalente pour ce jeu apprécié par les dames Nzango, 2 plaines de jeux pour enfants. Les investissements du projet Kinelinda sont concentrés en priorité dans 4 communes pilotes, à savoir Djili, Matete, Kisenso et Lemba, et les interventions en matière de renforcement institutionnel sous le niveau provincial essentiellement. Et dans la province du Sankourou, c'est la construction de 24 écoles et 16 centres de santé qui sont programmés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Et la première pierre donc a été posée par le gouverneur de cette province. Détail avec Alain Saveur Makoba. C'est depuis les territoires de Lusambou dans la province du Sankourou que le gouverneur des provinces, Gilles Lodi, a, au nom du président de la République, posé la première pierre pour la construction des travaux des infrastructures dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Dans son discours, le chef de l'exécutif provincial a rappelé à la population de ces coins que ce vaste projet vient réhabiliter le Congo en général et la province du Sankourou en particulier. Il a par la suite invité ses administrés à s'approprier ces travaux pour leur bien. À travers ces projets, dont les PNID est maître d'ouvrage délégué dans cette province, 24 écoles et 16 centres de santé seront construits dans cette partie du pays. Pour rappel, les PDL 145 territoires est une initiative du gouvernement de la RDC visant à améliorer les cadres de vie de la population rurale. Ces projets de plus d'1 milliard de dollars américains visent à autonomiser les 145 territoires que compte la RDC et projettent de sortir 25 millions de Congolais de la pauvreté. Depuis la ville de Kananga, Alain Saveur Makoba pour Top Congo FM. Parfois, on est surpris par de fortes pluies et certains jours, ce sont de fortes chaleurs. En RDC, on ne fait pas trop attention aux prévisions météorologiques. Ce jeudi 23 mars, c'est la journée internationale de la météo. À cette occasion, le ministre intérimaire de Transport, Marc Ekila, annonce que des réformes ambitieuses sont engagées au niveau de l'agence Metelsat. C'est dans le but d'améliorer et d'optimiser la surveillance du temps, du climat, de l'eau et de l'environnement. Maître Marc Ekila, des propos recueillis par Mamichela. Soucieux du bien-être de sa population, le gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par son Excellence M. Jean-Michel Saman Lukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, mène par le biais de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat, des réformes ambitieuses dans le but d'améliorer et d'optimiser la surveillance du temps, du climat, de l'eau et de l'environnement, et c'est en fournissant des prévisions hydrométéorologiques et climatologiques fiables et en mettant en place un système d'alerte précoce pilote contre les inondations sur le bassin de Kalamu dans la province du Congo central. Il convient de noter que même à l'heure de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, nous restons toujours dépendants du dévouement et de l'engagement du personnel de services météorologiques et hydrologiques nationaux qui travaillent chaque jour de l'année pour sauver des vies. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un pressant appel à tous les organismes publics et privés de notre pays en charge du temps, du climat, de l'eau et de l'environnement pour une collaboration efficace dans la collecte et le partage des données, éléments de base indispensables pour une bonne surveillance du temps, du climat et de l'eau. Maître Marc Ekila, ministre intérimaire de Transport. Les factures de la Régie des eaux, on avait l'habitude de les payer dans les agences, dans nos communes. Et oui, ça va changer. On peut donc, à partir d'aujourd'hui, payer les factures de consommation d'eau en ligne via les réseaux Vodacom, Airtel ou les banques Equity, BCDC, Rawbank ou encore Tembe.
C'est le directeur général de cette société qui l'a annoncé en marge de la journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars. Comment cela se passera-t-il concrètement? Où ça doit se passer et quels clients sont-ils concernés par le paiement en ligne? Le directeur général David Chilumba explique. Visitez www.regidesobrdc.com. Vous allez accéder à notre plateforme de paiement des factures et on vous demandera votre numéro de client qui est nécessairement sur votre facture et vous allez choisir votre région et aussitôt que vous avez mis votre numéro client, s'il est vérifié, vous allez accéder à la plateforme des paiements. Pour les 10 premiers clients qui vont payer leurs factures en ligne, quel que soit le mode de paiement, que ce soit par banque ou par téléphonie cellulaire, nous allons faire une remise de 10% de leur prochaine facture. Ces 10% peuvent vous être donnés comme crédit sur votre facture ou en espèces si vous le désirez. Je voudrais préciser que les 10 premiers clients pour qui nous donnerons une remise de 10%, ce sont seulement les clients domestiques, pas les clients industriels. Nous sommes en phase d'essai pour la ville de Kinshasa avant d'étendre sur l'ensemble du pays. C'est toujours mieux de tester une délimitation géographique, mais on couvrira l'ensemble du pays. Je lance donc un appel à facture en ligne. Des feux dans les magasins à Lubumbashi. On parle de 2 supermarchés qui ont pris feu dans la ville de Lubumbashi en l'espace de 5 jours. Le dernier cas, c'est le bâtiment du magasin Jumbo Market sur l'avenue Mamayemo au centre-ville. Détail avec notre permanent Patient Lukusa. Selon les témoins, c'était vers 5 heures du matin de ce jeudi que le bâtiment Jumbo situé sur l'avenue Mamayemo en plein centre-ville de Lubumbashi a pris feu. Spécialisé dans la vente des produits alimentaires, des meubles, des habits, des téléviseurs et plusieurs autres biens de valeur, ce bâtiment de 4 étages est propriétaire des sujets indiens. L'incendie s'est déclaré à partir du 2e étage avant de se propager dans tous les niveaux, d'après plusieurs témoins trouvés sur place. Interrogé par la presse lors de sa visite de consolation du supermarché incendié, Jean-Claude Canfoy, vice-gouverneur du Haut-Katanga, s'est dit consterné de voir ces bijoux de la ville prendre feu. C'est vraiment une énorme perte pour la ville. Nous sommes interpellés à diligenter une enquête pour savoir l'origine de cet incendie parce que ça nous inquiète. Nous allons mettre en place une commission qui va travailler là-dessus. Le dimanche dernier, toujours au centre-ville, un autre supermarché de vente de meubles avait aussi pris feu. Bertin Chose de la thématique sécurité et paix de la société civile pense que cela montre que la ville n'a pas une brigade d'anti-incendie capable de trouver des solutions. Aujourd'hui nous parlons de Jumbo, mais allez au gouvernorat, il n'y a pas un véhicule d'anti-incendie et c'est triste. Et aujourd'hui dans la ville de Lubumbashi, est-ce que nous avons une brigade capable de faire face à la guerre de feu? Nous n'en avons pas. Qu'est-ce qui explique ces cas d'incendie à répétition à Lubumbashi? Bertin Chose. Quand vous construisez un grand bâtiment, vous devez mettre des dispositifs de lutte contre le feu. C'est pas tout simplement le mur qui compte. Il y a l'électricité, il y a de l'eau qui compte. La sécurité de ce bâtiment-là, le nombre de sorties. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de sécuriser sa population. Lubumbashi, Patient Lukusa pour Top Congo FM. Les conditions socio-professionnelles précaires des prestataires de santé dans la province du Sud Ubangi ne favorisent pas la mise en œuvre de la couverture santé universelle dans cette province. Constat du directeur adjoint du cabinet du ministre de la Santé qui a effectué une mission d'inspection dans la province et à l'issue donc de son déplacement, Dr Raphaël Tontois compte remonter toutes les difficultés des corps soignants de cette province au ministre. Donc il va faire le rapport correspondance Fira Pierre Akambou. Le manque de matériels adéquats dans les hôpitaux, le non-paiement de la plupart des corps soignants du Sud Ubangi, ces difficultés peuvent entraver la mise en œuvre de la couverture santé universelle, estime le Dr Raphaël Tontois. Le constat général a des conditions très difficiles, dans ce sens que les ressources humaines prestataires travaillent dans des conditions très, très difficiles. Beaucoup d'instruments de travail manquent. Il n'y a pas de scanner, il n'y a pas d'IRM, il n'y a même pas de radiologie. À Boman, il n'y a pas de service de radiologie. Ce qu'ils avaient est en panne et irrécupérable. Ils
recouraient à l'hôpital de Kandala. Mais à Kandala, l'appareil est en panne et irrécupérable. Le secteur Mbouya, là, il n'y a pas de radiologie, pas d'appareil. Dans ces conditions, on ne peut pas penser, supposer même que la couverture santé universelle puisse devenir une réalité. Lors de sa tournée, quelques zones de santé ont bénéficié des dons en médicaments et matériels médicaux, l'œuvre du gouvernement central. Le directeur du ministre Jacques Mbungan entend remonter les désidératas des prestataires sanitaires acquis des droits. Nous allons faire notre rapport acquis des droits, plus précisément à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, son Excellence Ngani Mbanda Jean-Jacques. Gemena, Firapira Kambu, Top Congo FM. La tuberculose demeure un problème majeur de santé publique en RDC. Le VIH-Sida constitue le premier facteur de risque de la maladie, suivi de la malnutrition, de l'alcoolisme, du diabète, de la sous-alimentation et de la pauvreté. C'est le médecin directeur du Programme national de lutte contre la tuberculose qui le dit en prévision de la journée mondiale de lutte contre cette maladie prévue le 24 mars. Professeur Dr Michel Kassoua. En RDC, à la fin de l'année 2022, nous avons notifié 245 000 cas de tuberculose, soit 32 000 cas de plus qu'en 2021. Les provinces les plus affectées sont Kinshasa, avec plus de 34 000 cas de tuberculose, le Haut-Katanga, avec plus de 22 000 cas de tuberculose, le Kasaï oriental, avec 20 000 cas de tuberculose, l'Ituri, le Kwilu et le Sud Kivu. Pour inverser la tendance, comme le dit le thème, ensemble, nous devons y aller ensemble. Premièrement, nous devons arrêter de stigmatiser, de discriminer, de pointer du doigt les malades qui toussent. En effet, comme vous savez, tout peut cacher la tuberculose. Et dès qu'on ressent que l'on tousse, on a ce symptôme de la toux, associé ou pas à de la fièvre, à de l'amaigrissement, à du manque de l'appétit, des transpirations nocturnes, à un problème de respiration, se rendre rapidement au centre de santé le plus proche. Nous avons à travers le pays plus de 2083 aujourd'hui formations sanitaires capables de détecter, de dépister, de diagnostiquer la tuberculose. Et vous savez, avec l'appui de notre gouvernement, les médicaments sont gratuits. Et puis, épidémie de rougeole dans la province du Kwilu, plus de 80 cas déjà enregistrés sur plus de 300 échantillons envoyés à l'INRB pour des analyses. On compte 10 morts parmi les enfants depuis le mois de janvier dernier. D'après le médecin coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, Dr Steve Matoma, 11 zones de santé sont déjà touchées sur les 24 zones que compte la province. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Et c'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Myriam Bokechu, King Munga, Dieu merci Lusaku Munu, Ose Manzanza et Trésor Kiyombo. Journal mis en onde par Grace Lema et réalisé sous la coordination de Peggy Wabeno. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Dani Zayobi, Patrick Mongongo, Didi Binsika. Vivez en paix, toujours à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Lutte contre la corruption, élections, révision des contrats miniers, mais surtout, Est de la RDC. Où se situent les États-Unis d'Amérique? Édition spéciale, ce jeudi 23 mars après le journal de 19h, avec pour sa première sortie médiatique, Madame Lucie Tamlin, nouvelle ambassadeur des États-Unis en RDC. Rediffusion jeudi minuit, vendredi 24 mars après le journal de 7h. Des élections sans le Nord Kivu seraient acceptables selon vous? Bon, c'est pas pour nous à dire. Tout le monde se convient de dire que c'est d'abord à la RDC à régler ses problèmes. Les autres ne peuvent venir que pour la soutenir. Mais face au diable du Rwanda, c'est comme ça qu'on l'appelle ici au pays, couvert ou soutenu, la RDC pourrait, selon vous, pourrait-elle faire appel à un autre diable pour construire sa paix? Vous parlez de qui?
Si le Congo faisait appel, on parle beaucoup de Wagner. Réponse à la question quoi faire vraiment face à cette situation difficile, c'est de vraiment se maintenir la voie de la diplomatie. Des solutions qui, à ce jour, n'ont rien donné. Bon, c'est ça la diplomatie. Jusqu'où la diplomatie ira avant que d'autres solutions soient envisagées. Édition spéciale, ce jeudi 23 mars, après le journal de 19h, avec, pour sa première sortie médiatique, Madame Lucie Tamlin, nouvelle ambassadeur des États-Unis en RDC.